Hello, welcome back. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais revenir sur mon expérience en tant que salarié en cabinet de consulting en vous donnant 10 faits sur cette expérience qui a duré plus de 6 ans. Donc, ne bougez pas si vous voulez tout savoir. Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo sur cette chaîne, ma vidéo de présentation de mon parcours, quand j'ai été approchée à la fin de mes études par un cabinet de conseil, je connaissais absolument rien à ce secteur. J'étais même étonnée qu'on m'appelle pour me proposer un travail, je trouvais ça un peu trop facile. Et je pense que ce secteur est toujours assez méconnu. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler. Qui sait, ça peut même éveiller des vocations. Donc je vais vous présenter ça à travers des faits. Si vous voulez vraiment savoir exactement ce que c'est, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma vidéo de présentation que je vais insérer quelque part. Le premier fait sur les métiers du conseil, c'est que c'est un accélérateur de carrière. Commencer dans le conseil permet d'avancer plus vite, que ça soit du côté salaire ou bien du côté expérience professionnelle. Donc commençons par les salaires. Les salaires d'entrée dans le secteur du conseil sont supérieurs à ceux en entreprise. Par exemple, pour un consultant qui débute, son salaire va se situer entre 38 000 € et 52 000 € bruts par an. Alors qu'en parallèle, le salaire moyen d'un cadre débutant se situe autour de 35 714 € selon le site Indeed.fr, ce qui fait quand même une différence, surtout si on se base sur le maximum. Et du côté expérience professionnelle, c'est le fait que, contrairement à un poste en entreprise lambda, un consultant n'est pas ménager. On apprend vite et on apprend surtout en faisant. On est en quelque sorte un peu jeté dans la gueule du loup. Même si c'est vrai qu'en parallèle, on va bénéficier de formations au fur et à mesure par notre cabinet. En fait, la différence entre une personne qui va rentrer en interne dans une entreprise et un consultant, c'est que la personne en entreprise va avoir au minimum 1 mois pour découvrir le poste, pour être formé, pour prendre en main ses sujets. Eh bien, un consultant, quand il va commencer une mission, il aura 1 semaine pour s'imprégner des sujets, les prendre en main et commencer à proposer des solutions. Comme je vous l'ai dit précédemment dans ma vidéo, vu que le client paye des honoraires qui ne sont pas négligeables pour le consultant, il ne va pas perdre du temps pour le former, surtout qu'il n'est pas son employeur, c'est un client. Tout cela fait qu'à durée égale d'expérience, le consultant aura une expertise supérieure à une personne en interne. Et c'est pour ça que si au bout d'un moment dans sa carrière, un consultant décide de quitter le secteur du conseil pour occuper un poste en interne, généralement, on lui proposera un salaire supérieur aux personnes qui sont en interne et qui ont la même durée d'expérience. Le deuxième fait, c'est que c'est un métier qui demande de la flexibilité. Le consulting est un métier qui n'est pas du tout routinier. Il faut être en capacité de s'adapter et de changer d'environnement régulièrement et même de se déplacer quelquefois géographiquement. Par exemple, un consultant peut avoir une mission de 6 mois ou d'1 an dans des locaux au centre de Paris, par exemple dans le quartier d'Opéra, et que sa mission suivante se trouve dans un endroit complètement excentré, par exemple en banlieue, dans le 78. Et ça va changer complètement les conditions de trajet, etc. Donc, on peut avoir à changer complètement nos habitudes alors qu'on vient tout juste de les prendre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, ça fait partie du métier. Et également, on peut avoir des déplacements ponctuels, que ça soit en région ou à l'étranger, selon les particularités de la mission dans laquelle on va intervenir. Et ça, c'est des choses que certaines personnes peuvent apprécier et qui peuvent être pénibles pour d'autres. Pareil, du côté humain, il faut s'habituer à composer avec des personnalités différentes et à rencontrer très régulièrement de nouvelles personnes. Et donc, il faut apprendre à conjuguer avec leur personnalité. Par exemple, on peut avoir la chance de tomber dans une mission au sein d'une équipe très accueillante, des personnes qui vont être sympas, avec qui tu vas déjeuner tous les midis, comme on peut tomber dans un environnement pas très sympa, un peu plus hostile, avec des personnes qui vont vous dire bonjour et à peine, avec qui il n'y aura pas vraiment d'interaction sociale. Le troisième fait, c'est que c'est un métier challengeant.
Je vais un peu répéter mon premier point, mais le métier de consultant, c'est pas de tout repos. Tout simplement parce qu'on ne bénéficie pas de la même indulgence qu'un salarié en interne. On doit prouver au client qu'il en aura pour son argent. Donc, il faut se montrer au top tous les jours. Il faut faire le maximum pour satisfaire son client. Bon, dans la mesure du raisonnable quand même. Et par exemple, sur les débuts de mission ou les périodes un peu de pic d'activité, tu peux te retrouver à faire des horaires de 9h à 22h, à manger sur le pouce devant ton ordinateur pour pouvoir respecter tes deadlines et délivrer ton travail à temps. Et par exemple, l'évaluation annuelle de nos performances au sein du cabinet vont se baser en grande partie sur le retour que le client va faire sur notre travail. Donc dans le consulting, le client est vraiment roi parce que c'est lui qui détient le chéquier. Le quatrième point peut paraître très futile, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est le fait qu'on fait beaucoup de restaurants. En fait, c'est tout simplement parce que lorsqu'on est en mission, nous sommes externes à l'entreprise. Et en tant qu'externe, on ne bénéficie pas des mêmes conditions pour accéder à la cantine. Donc selon les entreprises, soit on n'aura pas du tout accès à la cantine, soit on aura accès à la cantine mais avec des surcoûts. Tout simplement parce que le salarié, il a des subventions internes qui peuvent lui permettre de payer son repas à 4 € par exemple. Alors que nous, les consultants, comme on n'est pas salariés, on n'aura pas ces subventions-là, donc on devra payer par exemple 15 € pour un repas classique. Donc généralement, on se dit autant partir au resto, ça sera le même prix ou 2-3 € en plus. Et la deuxième raison, c'est parce que nos managers qui gèrent la relation avec le client et notre mission de manière contractuelle va venir régulièrement faire des checks pour voir si tout se passe bien, pour avoir nos impressions sur notre mission, sur notre relation avec le client. Et ça, généralement, ça va se faire via des déjeuners au restaurant. Donc, généralement, on convient d'un jour, le consultant réserve le restaurant de sa convenance et c'est le cabinet qui régale. Et le cinquième point, qui va paraître paradoxal, c'est qu'on peut être payé à très peu faire. C'est vrai que je vous ai dit que le métier de consultant est challengeant, qu'on peut avoir à passer beaucoup d'heures au travail, mais dans certains cas, on peut être payé à très peu faire, voire rien. Bon, on fait jamais rien, mais je vais vous dire dans quel cas. Et c'est dans un cas précis. Entre deux missions, il y a un temps pendant lequel nous ne sommes pas en mission. C'est le temps de revenir au cabinet et de décrocher une nouvelle mission. Et cette période, on l'appelle l'intercontrat ou être sur le bench. Ça va varier selon les cabinets. Et c'est vrai que en mission, quand on est sur place, on a beaucoup de pression, on fait beaucoup de choses. Mais quand on est sur le bench, généralement, on n'a pas grand chose à faire parce que le cœur de notre métier, c'est d'intervenir en mission. C'est une période qui est censée être généralement courte et dans mon cas, c'était toujours très court. Et quelquefois, ça peut s'allonger jusqu'à quelques mois. Et ça peut arriver pour plusieurs raisons. Par exemple, tu as fini ta mission dans une période creuse, comme entre le mois de juillet et le mois d'août. Mais généralement, il n'y a pas grand monde dans les entreprises, donc les clients ne vont pas démarrer des missions en plein mois d'août. Ou par exemple pendant la période de fin d'année. Et la deuxième raison, c'est le fait que le consultant ne trouve pas de mission. Soit parce qu'il n'arrive pas à décrocher une mission, ou parce qu'il ne trouve pas de mission à son goût et il refuse. Et dans tous les cas, ça c'est déconseillé pendant la période d'essai. Généralement, ce qui va permettre de verrouiller sa période d'essai, c'est le fait d'avoir obtenu une mission. Parce que quand tu es en mission, tu es chez le client et il n'y a pas de raison que ta période d'essai ne soit pas validée. Si tu n'es pas en mission, là c'est un peu plus tendu. Et donc pendant cette période, on va par exemple faire passer des entretiens à des candidats, participer à des études internes, participer à des actions commerciales, accompagner les commerciaux du cabinet. Et encore, ça reste quand même light. Et c'est vrai que quand j'ai démarré initialement, quand j'ai été recrutée, eh bien automatiquement j'étais en intercontrat parce que j'avais pas encore commencé le process pour démarrer une mission. Et c'est vrai que comme je connaissais pas le secteur, franchement ça m'avait déstabilisée parce que je m'étais dit ok, là je suis sur les starting blocks, je suis prête à tout donner. Et en fait quand je suis arrivée, c'était un peu latent, c'était tranquille. On allait prendre des pauses café toutes les 2 heures, on prenait des bonnes pauses déjeuner, on discutait avec les autres consultants. Et je me disais non mais là je suis vraiment payée pour ça. Donc c'est vrai que ça m'avait paru étrange. Mais quand j'ai démarré une mission, j'ai bien compris pourquoi j'étais payée. Mais c'est vrai qu'au final, cette période d'intercontrat, c'est la seule période où on a vraiment l'occasion de côtoyer des collègues, de participer à la vie du cabinet, parce que généralement, on est tous éparpillés dans des missions. Le 6e fait, c'est que c'est festif. L'expression work hard, play hard s'accorde
tout à fait au secteur du consulting. Parce que généralement, les cabinets de conseil investissent beaucoup dans tout ce qui est événements. Et il y en a généralement à peu près 4 par an, en plus des week-ends à l'extérieur, au ski ou à l'étranger qui sont organisés par le cabinet. Et généralement, ils mettent les plats dans les grands pour en quelque sorte récompenser les consultants de leur travail. Et ils vont par exemple privatiser des musées, des théâtres, des opéras pour leurs événements. Et ça, c'est souvent lors de gros événements, notamment la convention annuelle qui a lieu à la fin de l'année, au début de chaque année, pour un peu présenter les chiffres et les résultats de l'entreprise. Et donc, généralement, c'est service traiteur avec champagne à gogo. Et c'est des moments conviviaux où les consultants peuvent se retrouver. Et en dehors des gros événements comme la convention annuelle, ils s'arrangent pour organiser pas mal de petites choses comme des after-work, comme des événements sportifs, des escape games, juste pour créer du lien entre les consultants et une vie d'entreprise sympa. Par contre, comme le travail reste une priorité dans le conseil, tous ces événements ont lieu soit en fin de journée pour les after-work ou pour les voyages, c'est durant des week-ends un peu prolongés. Donc c'est un aspect qui est très attractif dans le secteur du conseil, notamment pour les personnes qui débutent leur carrière, qui sont un peu plus jeunes. Le 7e fait, c'est que c'est un métier qui peut être parfois solitaire. Je l'ai un peu introduit dans le point précédent, mais c'est vrai qu'on peut se retrouver seul, à moins qu'on intervienne sur une mission en dispositif. Donc en dispositif, c'est qu'on est une équipe de consultants qui va intervenir en mission. Et ça n'arrive pas souvent. Et donc généralement, on se retrouve seul ou peut-être à deux à intervenir dans une mission au sein d'une équipe interne. Et comme je l'ai dit, si l'équipe n'est pas très accueillante, ne te convie pas à des déjeuners, à des pauses café, tu vas te retrouver un peu seul et le temps se fera un peu long dans la mission. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et je sais que tout le monde n'est pas en capacité de supporter ce genre d'ambiance de travail. Le 8e fait, c'est qu'il faut avoir de la tchatch. Ça, c'est vrai que c'est un aspect assez primordial dans le métier du conseil. Le consultant, c'est la personne qui a une opinion, c'est le problem solver, c'est la personne qui va venir un peu avec son expertise et qui est censée t'aider à résoudre un problème. Et ça commence dès le début par l'entretien que tu as avec le client avant de démarrer la mission pour justement qu'il te choisisse, qu'il choisisse ton cabinet pour intervenir dans ses équipes. Et ça, on n'appelle pas ça un entretien, on appelle ça plutôt une soutenance. Durant cette présentation, le but est d'avoir le bon discours pour convaincre le client que tu es la bonne personne qui va pouvoir l'accompagner dans son projet. Et durant cette intervention, il faut avoir des remarques pertinentes, toujours avoir une opinion quand on te le demande. Être consultant, c'est également une posture. Donc, l'aspect présentation est très important. Il faut, entre guillemets, être propre sur soi, présentable, être attractif, faire la différence quoi. Et justement, il y avait une série américaine qui montrait le quotidien d'une équipe de consultants en management qui s'appelait House of Lies. Je sais pas d'où le mot lies vient personnellement, mais en fait ça illustre bien ce point sur la tchatch, la présentation. Après c'est un peu caricatural, donc c'est à prendre avec un grain de sel et je vais vous en passer un extrait de suite. My name is Marty Kahn and I'm a management consultant. Hi. Hi. There's nothing they wouldn't say to close the deal. Your company will fail. Bankruptcy. Armageddon. Pokeyed in the pokey. Except the truth. That spending figure, where did you get that? That's FMA. From my ass. Be thankful they're on your side. Passons au 9e et avant-dernier point. C'est le fait que ça soit friendly sans être friendly. Là où je veux en venir, c'est le fait que au sein du cabinet, pas chez les clients, l'ambiance est assez sympathique, familière, dans le sens où le tutoiement et la bise sont la norme. D'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait quand même assez déstabilisée parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez carré, qui a eu vraiment un décalage entre le ton qui était établi pendant mon process de recrutement. Pendant tous les entretiens que j'ai faits, il y avait quand même une distance, c'était assez carré. Et en fait, jusqu'au dernier entretien où j'ai signé mon contrat et le jour où je suis arrivée officiellement en tant que consultante,
En fait, ça a complètement changé. Les mêmes personnes, les mêmes managers qui m'avaient fait passer l'entretien avaient complètement changé, hyper accueillantes, m'avaient accueilli avec la bise et tout. Et c'est vrai que j'étais en mode, ok, je sais pas trop. Il y a un côté où j'ai eu la sensation que la volonté était tellement de dégager un côté accueillant, friendly, attractif, que ça pouvait quelquefois avoir l'air un peu surjoué. Dans le sens où on pouvait se retrouver à se sentir un peu obligé de devoir converser avec tout le monde, même des personnes avec qui clairement on n'a pas des atomes crochus. Et ça, c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas être sur la même longueur d'onde que tout le monde. On peut pas être meilleur ami avec tout le monde. Donc, il y avait un peu ce côté-là que j'ai ressenti. Et s'il y a des consultants qui passent par là, n'hésitez pas à me donner vos retours d'expérience sur ce point-là. Mais franchement, ça reste quelque chose de très positif parce que mieux vaut ça qu'un environnement complètement hostile, complètement froid. Et en plus, en ce qui me concerne, j'ai pu développer de réelles relations d'amitié avec des personnes que j'ai rencontrées dans ce cadre. Et passons au 10e et dernier point. Et si vous êtes toujours sur la vidéo, je vous en remercie. Merci d'être resté jusqu'au bout et c'est que ce sujet vous intéresse. Et c'est le fait que c'est financièrement attractif. J'en ai déjà parlé dans le premier point par rapport au salaire, mais il n'y a pas que le salaire. Il y a un esprit très anglo-saxon dans la manière dont les cabinets de conseil de la place sont managés. L'esprit entrepreneurial est très encouragé et il y a ce principe de plus tu génères du chiffre et plus tu es récompensé. Donc il y a la possibilité d'obtenir une multitude de primes qui sont liées à ce que tu vas apporter au cabinet. Par exemple, tu peux avoir une prime si tu fais prolonger ta mission, tu peux avoir une prime si tu as détecté une opportunité commerciale que tu as fait remonter au cabinet. Tu as également une prime si tu fais rentrer au sein du cabinet des profils intéressants. Et donc, une personne très entreprenante et proactive a la possibilité de plus qu'arrondir ses fins de mois. Elle peut aller jusqu'à doubler son salaire tous les mois si elle est motivée. Et en plus de ça, généralement, ton salaire, comme je l'ai dit plus tôt, est réévalué automatiquement tous les ans. Donc, tu auras une augmentation qui variera selon tes performances. Donc, voilà pour les 10 faits sur le consulting. Et comme je pense que certains points peuvent donner l'eau à la bouche, il est important de préciser une chose. Donc, un petit moment info. Pour pouvoir prétendre à un poste de consultant, il faut être titulaire d'un bac+5. Généralement, les profils les plus présents dans le consulting sont les personnes qui sortent de grandes écoles, les personnes qui sortent d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs, mais pas seulement. Les diplômés d'IEP, d'IEA et d'université, comme c'est mon cas, ont également la possibilité d'intégrer des cabinets de conseil, mais il faudra qu'ils aient une spécialité soit en management de projet, soit en stratégie, soit en conseil, et également une expérience professionnelle probante peut vraiment aider ces profils-là qui sont un peu sous-représentés dans le conseil. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris et ouvert sur le secteur du conseil. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et à côté de ça, je vous attends sur Instagram où je vous invite à me suivre parce que je partage les coulisses de mon activité, des contenus et des conseils sur toutes ces thématiques. Donc venez me rejoindre. Également, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon podcast Les Réflexions de Léna, disponible sur toutes vos plateformes de streaming. Je vous ai également annoncé le lancement prochain de ma formation pour vous aider à vous lancer dans la location courte durée à but de générer des revenus complémentaires. Et je vous mets le lien à la liste de préinscription en description pour que vous soyez les premiers à être au courant de la mise en vente de la formation. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!